Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire sur les matériaux comme source d'efficacité énergétique. Merci d'être présent parmi nous cet avant-midi pour ce tout dernier webinaire de la programmation automnale des webinaires innovation. Je me présente Aude Rompré, conseillère en communication pour le Conseil de l'innovation et je serai votre modératrice pour la discussion d'aujourd'hui. Je suis accompagnée aujourd'hui de 5 intervenants qui viennent du Conseil de l'innovation, du CIROD et de Recyc Québec. Les voici. Bonjour à vous cinq. Avant de laisser la parole à nos présentateurs, je tiens à vous expliquer très rapidement le fonctionnement du webinaire. Nous aurons la présentation de l'étude pendant environ 15 à 20 minutes et nous aurons ensuite une période de questions de 10 minutes. Si vous avez une ou plusieurs questions concernant le sujet du webinaire ainsi que sur le contenu de celui-ci, vous pouvez l'écrire en tout temps dans le clavardage car nous n'ouvrirons pas les micros durant la prise de questions. Vous recevrez aussi une copie de l'étude au cours de l'après-midi par courriel. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Mathif. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là en si grand nombre. Donc, merci aussi à nos présentateurs, auteurs, co-auteurs de ce billet. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet super intéressant qui sont, dans le fond, les nouveaux indicateurs de mesure de l'innovation en environnement. Donc, cette fois-ci, on s'est adressé surtout à un sujet en particulier qui sont les matériaux comme source d'efficacité énergétique. Ce qui est vraiment intéressant dans cette démarche-là, c'est que lorsque ces indicateurs-là bougent, c'est signe qu'il y a eu de l'innovation. Donc, on a vraiment hâte d'explorer ça avec vous aujourd'hui sur ces nouveaux indicateurs-là. Cette démarche, dans le fond, cette étude-là, qui a été réalisée par le CIROD, par nos amis du CIROD et Recyc Québec, essentiellement, elle prend place dans le cadre du baromètre de l'innovation du Québec. Le baromètre de l'innovation, en fait, c'est un collectif, c'est un projet collectif avec toutes ces organisations-là qui sont à l'écran, essentiellement, qui repose sur, essentiellement, le but, c'est de faire le portrait de l'innovation pour passer à l'action. Plus spécifiquement, on souhaite mesurer la vitalité de l'écosystème de l'innovation, son efficacité, ses intrants, ses extrants, essentiellement les différentes dynamiques de l'innovation au Québec. On souhaite également suivre l'évolution de ces différents indicateurs-là pour évaluer, dans le fond, la capacité du Québec à atteindre des objectifs clairs, mais aussi être capable de se comparer au niveau régional, au niveau provincial, au niveau même international sur ces différentes métriques-là, mais aussi autant au niveau géographique, mais aussi par secteur industriel, secteur économique. Donc, le tout dans le but de mobiliser une action informée. Le but, c'est d'équiper, dans le fond, les décideurs publics, les organisations sur le terrain, celles qui gèrent, qui épaulent, qui appuient des projets d'innovation, à avoir une action plus spécifique, des leviers stratégiques plus importants pour être capable de vraiment faire bouger le Québec puis de l'amener plus loin sur le plan économique, environnemental et social. Donc, sans plus tarder, je souhaite remercier les contributeurs, les différentes organisations qui ont contribué à la rédaction de cette étude-là. Donc, merci d'abord au CIROD qui a chapeauté l'initiative. Merci aussi au CRMR, au CERMA, au CERIEC et à Recyc Québec d'avoir contribué à la démarche puis à l'écriture de ce billet-là. C'est très apprécié. Merci à vous. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Pierre pour la suite. Merci Philippe. Alors, un petit sommaire du webinaire. Donc, on fera une petite mise en contexte du CIROD. Ensuite, on va vous présenter les principaux indicateurs, nos conclusions sur les indicateurs, puis la rencontre va se terminer avec un mot d'un représentant de Recycle Québec. Alors, le CIROD qui portait la réalisation du projet est un regroupement stratégique financé à travers les fonds de recherche du Québec, qui a une particularité intéressante avec une très grande représentation. 15 universités, 100 membres chercheurs, 300 étudiants impliqués, des représentants des sciences naturelles et génie, des sciences sociales, mais aussi des sciences de la santé. Le CIROD s'intéresse à l'opérationnalisation du développement durable pour accélérer et transformer la société par l'innovation durable et la transdisciplinarité, avec une certaine emphase pour accompagner les décideurs et les acteurs de la société dans la prise de décision basée sur la science.
Alors, pourquoi les matériaux, pourquoi l'innovation des matériaux et leur impact énergétique slash environnemental? Bon, écoutez, les matériaux, c'est omniprésent dans notre société, on en a partout. Notre quotidien est rempli de matériaux, parfois des matériaux qu'on pourrait dire plus traditionnels, parfois des matériaux plus avancés. Dans notre démarche, on voulait saisir tout l'ensemble de ces matériaux et trouver des indicateurs macro qui nous permettaient de les qualifier, de faire leur suivi au niveau sociétal. C'est sûr qu'il y a plus d'indicateurs qui seraient possibles que ce qu'on va vous présenter, mais souvent, il y en a certains qui étaient trop spécialisés pour qu'on puisse les utiliser. Euh, Peut-être très rapidement, à titre d'exemple, juste le secteur du bâtiment que je connais très bien utilise 60% de tous les matériaux produits sur la planète et représente environ le tiers des déchets qui sont envoyés vers les sites d'enfouissement. Donc, ces deux chiffres-là, pour moi, soulèvent beaucoup de questions et vous allez voir que finalement, ils sont saisis par les indicateurs que nous allons vous présenter. Euh, donc, on s'est attardé à regarder la question de la demande énergétique. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les matériaux souvent vont interpeller des procédés industriels. Ils vont aussi interpeller des efforts d'extraction dans plusieurs cas. Puis, il y a beaucoup de transport qui est impliqué aussi dans la réalisation ou la fabrication l'utilisation des matériaux. Donc, ce sont des éléments très importants, la question de l'énergie. La décarbonation, évidemment, la nature des matériaux compte, la façon dont on les met en fonction, leurs propriétés intrinsèques peuvent mener à des situations qui sont favorables sur le bilan carbone de la société. Et finalement, il y a la dématérialisation qui représente l'enjeu de la consommation des matériaux, de leur utilisation en fin de vie, de leur retour vers une économie plus circulaire. Donc, nos indicateurs tournent autour de ces trois grands concepts. Je passe maintenant la parole à Thierry. Merci Pierre, bonjour à tous et tous. Donc, il me fait plaisir de vous présenter les indicateurs 1 et 2 de notre étude. Ces indicateurs font partie du domaine qu'on appelle le métabolisme socio-économique et comme vous allez le voir, parfois ils se déclinent en différents sous-indicateurs. Donc, un outil très utile pour établir le métabolisme d'une société, c'est les analyses de flux de matière, qui sont des méthodes qui sont pas mal standardisées maintenant. Donc, elles permettent d'estimer les ressources matérielles qui sont extraites, qui sont utilisées, réutilisées, recyclées ou rejetées dans l'environnement, que ce soit sous forme de pertes ou qui sont enfouies. Donc, c'est des méthodes qu'on peut utiliser pour un pays, un ensemble de pays, une région ou même un secteur économique. Et donc, elles sont standardisées au niveau international. Elles sont assez robustes, notamment sur certaines bases de données qui concernent la production, comme l'agriculture, la foresterie, les mines. Sinon, ben, quand elles sont moins robustes, on fait appel à certaines hypothèses et souvent, en fait, on a besoin aussi des données sur des flux économiques. Donc, on fait des liens entre les flux économiques et les matériaux qui passent d'une frontière à une autre. Et dans ces méthodes-là, on considère plusieurs dizaines de matériaux, jusqu'à 70 parfois, et on les classe en 4 grandes catégories qui sont donc la biomasse, donc il y a la culture, la foresterie et tout ce qui est issu de la biomasse, les minéraux non métalliques, donc ça c'est beaucoup ce qu'on appelle les minéraux de construction, donc on a l'argile, on a le sable gravier, la brique, etc. On a les métaux, fer, zinc, cuivre, métaux stratégiques, tous les autres métaux. Et on a les vecteurs d'énergie fossile, donc le pétrole, le gaz, le charbon. Et cette catégorie inclut également les plastiques et l'asphalte, par exemple. Donc ça, c'est un diagramme qui vous représente de manière très simplifiée le métabolisme socio-économique du monde en 2010. Donc, on a en haut à gauche ce qu'on appelle donc c'est les intrants. Donc, il y a les prélèvements intérieurs, ce qui est prélevé sur le territoire.
Et on considère également tout ce qui est importé et exporté. Donc, si on fait la somme des prélèvements de ressources et des importations, on a ce qu'on appelle la consommation de matière. Puis elle se divise en deux parties. Il y a une partie qui est utilisée très rapidement, qu'on appelle une utilisation dissipative. Donc, essentiellement, c'est de l'énergie, mais il y a aussi là-dedans les engrais, les pesticides. Et il y a une partie qui maintenant, dans les sociétés industrielles, dépasse la moitié des matières qui sont consommées, qui rentrent à l'intérieur du système socio-économique. Donc, annuellement, c'est ce qu'on appelle les ajouts nets au stock. Et quand c'est le cumul, ben, c'est ce que vous avez en bas, le stock de matières utilisées. Et ça, c'est ce qui constitue l'ensemble des biens matériels d'une société. Donc, c'est les équipements, la machinerie, tous les biens de consommation et qui nous rendent les services habituels tels que l'habitation, la mobilité, la communication, production industrielle, etc. Et une partie de ces matières qui rentrent dans le système sont réutilisées. Ben, il y en a une partie qui est rejetée, mais il y en a une partie qui est réutilisée et qui est réinjectée dans le système qu'on appelle donc les matériaux secondaires qui, on va le voir plus tard, constituent le taux de circularité. Donc, pour établir la consommation de matériaux, dans ces méthodes d'analyse de flux de matière, il y a différents sous-indicateurs qu'on utilise. Donc, il y a les matériaux qui sont extraits sur le territoire, les prélèvements intérieurs. Il y a ceux, donc on en a parlé, c'est la consommation intérieure de matière ou la consommation nette, donc qui inclut toutes les matières qui constituent les biens physiques importés. On retire ceux qui sont exportés, donc vous savez la petite équation à droite. Et on considère aussi un autre sous-indicateur qu'on appelle l'empreinte matérielle ou aussi la consommation brute de matière qui, elle, considère tous les matériaux qui sont mobilisés au moment de la production des produits qu'on importe et qu'on exporte, mais qui ne sont pas nécessairement présents dans la constitution des produits. Donc ça, c'est par exemple tous les matériaux qui ont été nécessaires pour la production d'énergie pour ces biens importés et exportés. Il y a bien d'autres exemples. Et donc, là, on ne l'a pas présenté ici, mais l'autre indicateur, les ajouts nets au stock, est un autre des indicateurs qu'on utilise. Et je vais juste préciser pourquoi tantôt. Donc, à titre indicatif, l'empreinte matérielle du Québec en 2020, ça c'est une étude commandée par aussi Québec qui l'a établie, c'était 271 mégatonnes, donc millions de tonnes. Et par habitant, ça nous faisait une valeur de 32 tonnes par habitant, ce qui nous place au 6e rang mondial à titre indicatif. Dans le monde, si on fait la moyenne sur le monde, c'était 13,2 tonnes à peu près. Donc, on est un grand consommateur de matériaux. Les extractions intérieures, elles, s'élevaient à 199 mégatonnes pour une valeur par habitant, per capita, de 23,5 tonnes, ce qui se compare à peu près aux valeurs de la Chine et des États-Unis. Donc, ce qui nous place comme une nation qui extrait beaucoup de matière. Et finalement, juste pour illustrer, les ajouts nets au stock, c'était 52 mégatonnes en 2020, donc une moyenne de 6 tonnes par habitant. Juste là aussi, si on fait une valeur moyenne dans le monde, c'était 3,8 tonnes par habitant. Donc les indicateurs ou sous-indicateurs qu'on a retenus, c'est les prélèvements intérieurs, la consommation nette de matériaux ou consommation brute, qu'on appelle aussi l'empreinte matérielle, et les ajouts nets au stock. Et celui-là, on l'a ajouté parce que en fait, toutes ces matières qui constituent le capital manufacturé de la société déterminent en partie toute la consommation ultérieure de matière et la consommation d'énergie, parce que elle va être nécessaire pour renouveler le stock, la maintenir, l'utiliser, la rénover. Donc, c'était important. Et puis, vous allez le voir, comme le troisième indicateur est plutôt énergétique, ça fait le lien entre les matières et l'énergie en partie. Et donc, ces données, comme je le mentionnais, a été publié par un rapport sur l'indice de circularité commandé par aussi Québec. Le deuxième indice est un indicateur qui a été proposé aussi par d'autres équipes du baromètre dans d'autres sous-thèmes. Donc, on va en donner l'explication maintenant.
C'est simplement la quantité de matériaux qui arrive en fin de vie et qui est réutilisé, réinjecté comme produit secondaire, divisé par la quantité de matière utilisée de manière durable, entre guillemets, donc à long terme, disons, dans la société. Ça nous donne l'indice de circularité. Il était en 2020 de 3,5% et la moyenne mondiale est à 8,6%. Donc on n'a pas un indice de circularité très élevé, ce qui va nécessiter pas mal d'innovation, et pas seulement de l'innovation, mais plutôt de l'innovation durable, parce qu'il y a beaucoup d'impacts associés à tout ça. Et donc, je laisse la parole à Luciana qui va nous parler de l'indicateur numéro 3. Merci Thierry, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je vais vous présenter l'indicateur 3, l'énergie consommée. Mais pourquoi on a mis cet indicateur-là dans les rapports? Parce que les sphères matérielles de la société, qui est constituée de matériaux, donc les infrastructures, les biens matériels, les équipements, ils ont besoin vraiment de l'énergie pour leur production, leur utilisation, leur entretien et leur remplacement. Donc, il y a un lien entre l'énergie consommée et les matériaux. Donc, ici, je vous présente l'énergie totale consommée au Québec. En 2020, le Québec a consommé 1693 pétajoules. Près de la moitié de l'énergie produite et transformée au Québec sert directement à différents secteurs économiques, mais la moitié de cette énergie transformée, elle est perdue dans les processus. Donc, il faut avoir vraiment de l'innovation attachée à ça pour avoir un gain, une augmentation de l'efficacité énergétique ici. D'autres choses que je voudrais vous présenter, c'est la consommation d'énergie par habitant au Québec. Est très élevée à l'échelle mondiale, en effet. Quand on compare avec d'autres pays en Europe, on consomme plus d'énergie que, par exemple, l'Allemagne, la Suède, la Norvège. Notre consommation moyenne d'énergie par habitant, c'est proche de la même consommation des États-Unis. Et ces trois secteurs plus responsables pour cette consommation énergétique sont les secteurs du bâtiment, du transport et aussi industriel. Donc, le secteur industriel, il est responsable pour 35% de l'énergie consommée au Québec. Si on regarde les graphiques, les trois sous-secteurs industriels en haut, l'aluminium, les pâtes et papiers et aussi d'autres industries manufacturières, l'ensemble, ils consomment environ 70% de l'énergie au Québec. Et la consommation moyenne d'énergie par habitant dans le secteur industriel est 2 fois plus élevée au Québec qu'aux États-Unis ou Allemagne. Une autre chose qui est importante de souligner, c'est que 28% des pertes énergétiques sont associées au secteur industriel. Donc, à nouveau, les pertes énergétiques, c'est pertinent de regarder là pour un besoin d'innovation, pour un gain, une augmentation d'efficacité énergétique ici. Donc, les indicateurs d'énergie retenus dans notre billet étaient comme l'énergie totale consommée, comme je viens de vous parler, aussi l'énergie utilisée par les secteurs industriels, mais aussi on a ajouté l'énergie exportée, l'énergie importée, l'énergie utilisée par la production des biens exportés. Il faudra à l'avenir développer des données, avoir des données et développer des indicateurs pour l'énergie utilisée pour la production vraiment des matériaux, puisqu'on n'a pas à ce moment-là, donc on n'a pas un indicateur totalement lié à des matériaux. Donc, c'est ça. À l'avenir, c'est intéressant d'avoir ces données-là pour qu'on puisse mesurer l'indicateur de l'énergie utilisée par la production des matériaux. Donc, quelques conclusions sur les indicateurs, c'est que tout d'abord, les indicateurs qui sont proposés ne sont pas seulement influencés par l'innovation du secteur des matériaux. D'autres facteurs doivent y contribuer, donc, comme la politique fiscale, les initiatives économiques, la réglementation, les normes sociales, etc. Aussi, les indicateurs de consommation des ressources matérielles et de l'indice de circularité permettront d'évaluer la dématérialisation de la société québécoise
et la proportion des matières qui est réinjectée dans la fabrication des nouveaux biens et d'infrastructures. Finalement, en termes de consommation d'énergie, les innovations dans la production des matériaux peuvent contribuer à décarboner aussi l'économie québécoise, à accroître l'efficacité énergétique et bien sûr assurer le développement du secteur. Donc, je laisse la parole à M. Francis de Récit Québec. Bonjour à tous. Écoutez, chez Recyc Québec, on voulait un peu revenir sur le rapport sur l'indice de circularité parce que je pense qu'il a été, on a souhaité qu'il soit impliqué dans l'actuel billet sur les matériaux. Un petit peu d'historique sur ce rapport-là. Nous, chez Recyc Québec, au niveau de l'économie circulaire, on s'y est intéressé il y a maintenant près d'une dizaine d'années. On a commencé à travailler là-dessus. D'ailleurs, on l'a inclus à notre mission là, qui se lit comme suit, c'est-à-dire d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles, ce qui est notre base chez Recyc Québec, dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. Quand on a commencé à travailler au niveau de l'économie circulaire, il y a plusieurs années, en supportant de nombreux projets et autres, après quelques années, on s'est posé la question qu'on avait un peu besoin d'un indicateur, d'un indicateur commun. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Circle Economy effectuait des indices de circularité préparés en Europe pour certains pays. Et de là est venue notre initiative de vouloir réaliser un indice de circularité de l'économie, mais à l'échelle du Québec. Et en 2021, c'était une première à plusieurs niveaux. C'est-à-dire c'était le premier indice de circularité à l'extérieur de l'Europe qui était à une échelle infranationale, donc pas à l'échelle d'un pays, mais dans ce cas, c'est l'échelle d'une province, et qui était également le premier en français. Donc, c'est un peu beaucoup de nouveautés à cet égard-là. Et depuis son lancement en 2021, l'indice de circularité est devenu un peu une mesure étalon qui est utilisée dans plusieurs perspectives. D'ailleurs, M. Lefebvre l'a souligné tantôt là, dans sa présentation. Et sachez qu'on prépare la mise à jour de cet indice-là qui va être l'année prochaine, en 2025, pour des données avec l'utilisation de données qui portent essentiellement sur l'année 2023. En terminant, au niveau des matériaux, c'est-à-dire nous, chez nous, quand on va parler des résidus de construction, rénovation, démolition dans notre jargon, on travaille beaucoup sur cet élément-là aussi parce que on le voit au Québec et on a déjà fait certaines études là-dessus et comme le disait M. Blanchet, c'est près du tiers des matières qui sont envoyées à l'enfouissement qui sont des résidus de CRD. Donc, il y a énormément de travail à faire afin d'accroître la circularité au niveau des résidus de construction, rénovation, démolition, mais aussi favoriser leur récupération et recyclage en parallèle. Donc, c'était les quelques mots qu'on voulait rappeler en toute fin là, à cet effet-là sur le souhait et l'apport qu'on voulait apporter avec l'indice de circularité à l'actuel billet sur les matériaux. Merci. Merci beaucoup, Francis. Donc, je tiens juste après ça à faire. Là, on s'est doté de nouveaux indicateurs pour mesurer l'innovation dans le domaine de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déjà passer à l'action. Puis à cet effet-là, on a un écosystème complet qui est en action dès aujourd'hui pour créer les matériaux de demain. Là-dessus, on souhaite saluer chaleureusement là, Prima et tout son réseau. Prima est un leader, dans le fond, c'est le pôle de recherche en innovation et matériaux avancés du Québec. Donc, à titre de regroupement sectoriel de recherche industrielle, Prima porte des expertises et des leviers de financement pour soutenir le développement de l'innovation dans le secteur des matériaux. Donc, quand on pense à créer le monde de demain, on pense souvent à Prima et à son réseau très étendu. C'est impossible que je le mette sur une diapo. Donc, voilà, salut à vous qui créez le monde de demain. Donc, Aude, je pense qu'on peut maintenant passer à la période de questions. Et pour ceux qui veulent se mettre en action, voici un partenaire clé dans le domaine des matériaux. Merci beaucoup à nos présentateurs. Donc, effectivement, on va passer à la période de questions très rapidement, puisqu'il nous reste seulement 6 minutes. Donc, on a une question dans le chat qui vient de M. Gagnon, qui va comme suit. Dans l'extraction de matière, le taux de mine d'or traite des teneurs de 2 à 8 grammes par tonne, ce qui représente 2 à 8 millionièmes de matière prélevée par volume. Même en considérant le zinc, le cuivre, le plomb et d'autres métaux en plus grande concentration, le secteur minier est probablement un élément diluant l'indice de circularité globale à 3,5 %.
peut-être apporter un élément, ben, 2, 3 éléments de réponse là-dessus. Il faut- ce point-là est certainement un facteur diluant, en effet. Par contre, il faut juste savoir que quand on fait de l'extraction minière, toutes les parties qui ne sont pas utilisées et qui ne sont pas donc sujettes qui rentrent pas dans le circuit économique finalement, elles ne sont pas considérées dans ces calculs. Enfin, elles sont considérées, mais pas dans les indicateurs qu'on a donnés. L'autre point, c'est que je ne connais pas les valeurs pour le Québec, mais si je regarde pour les pays industrialisés en général, les métaux font quand même partie des matières qui sont les plus recyclées. Donc, ça pourrait être dans ce cas-là, un facteur concentrant un petit peu. Et surtout, le point le plus important, c'est que si l'indice de circularité est si faible au Québec, c'est pas tant parce que, ben, c'est vrai que le taux de recyclage ne sont pas non plus les plus élevés, mais c'est parce que les intrants sont, parce que vous vous souvenez, l'indice de circularité, on divise par les intrants dans la société. Les intrants sont toujours très, très grands. Et donc, si on voulait avoir un indice de circularité plus élevé, il faudrait drastiquement diminuer nos intrants. Puis c'est ça qui est intéressant dans cet indice, c'est qu'il compare les matières secondaires en divisant par les entrées dans le système socio-économique. Fait que, voilà, c'est pour ça qu'il est aussi faible chez nous. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Prochaine question qui vient de François Ménard. Pour l'indice de consommation d'énergie, est-ce qu'il y a un découpage entre ce qui vient de l'hydroélectricité versus le gaz naturel ou bien c'est juste l'hydroélectricité de manière générale là, qui a été pris en considération? En effet, le rapport qu'on a utilisé pour ces données-là, c'est un rapport de chaire de l'énergie de la HEC Montréal. Il y a vraiment toutes les sources de l'énergie. Donc, ce n'est pas seulement l'électricité, hydroélectricité, il y a aussi la partie gaz naturel. Donc, il y a plusieurs différentes sources d'énergie. Ils sont là. Donc, ce n'est pas seulement l'énergie hydroélectrique qui est là. Les rapports aussi super intéressants. On fait les liens avec les nôtres. On a mis une citation, les références. Donc, vous pouvez consulter quand même. On nous demande d'élaborer par rapport à la portion découpage de la consommation d'énergie. S'il y a une différenciation, c'est ça? Entre les sources d'énergie? Si c'est la question, oui. Je crois que oui. Pour tous les secteurs, ils ont la source d'énergie et on sait vraiment quelle énergie est utilisée par quel secteur. Donc, c'est possible de voir la quantité. Parfait. Très rapidement, moi, j'avais une question par rapport à la consommation d'énergie. Justement, on parlait que le Québec consommait énormément d'énergie, surtout par capita. Si on comparait, par exemple, avec l'Allemagne, avec la Suède, la Norvège, d'autres pays de l'autre côté de l'océan, qu'est-ce qui fait que le Québec est aussi énergivore? Les prix de l'énergie hydroélectrique. C'est à bon marché, donc ça vraiment attire des entreprises, des industries énergivores ici au Québec. Donc, les prix, c'est vraiment bon marché. Donc, ça, c'est un facteur que c'est ça. L'industrie énergivore est là, elle est établie à cause de ça. Parfait. Ben, merci beaucoup pour les précisions. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, on va pouvoir mettre fin au webinaire. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé en si grand nombre au webinaire d'aujourd'hui. Merci également à nos présentateurs pour le travail de qualité et pour la discussion enrichissante qu'on a eue aujourd'hui. La rediffusion du webinaire sera disponible gratuitement au cours des prochains jours sur YouTube. Très bonne nouvelle également, les webinaires innovation seront de retour en force dès le mois de février 2025 avec 4 nouveaux webinaires sur des sujets tels que l'intelligence artificielle et les défis de l'innovation dans différents secteurs d'activité au Québec. Il est même possible de vous y inscrire dès aujourd'hui sur le site Internet du Conseil de l'innovation pour réserver votre place. Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur LinkedIn, Facebook et X et à vous abonner gratuitement à nos infolettres spécialisées pour rester à l'affût des dernières actualités en innovation au Québec. Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous revoir en 2025 pour notre prochain webinaire.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ouais, au revoir.